Bienvenue à tous dans cette nouvelle analyse de patrimoine. Cette semaine, on va analyser le patrimoine d'Alain Baudet qui est libre financièrement grâce à ses dividendes notamment. Il a hérité d'une somme conséquente et il les a placés pour vivre de ses revenus passifs. Et une fois n'est pas coutume, on va parler de stock picking dans cette vidéo parce que il a mis la grande majorité de son patrimoine pour en tirer des revenus passifs sur des actions à dividendes. Et on va voir déjà comment il optimise fiscalement pour vivre de ses revenus passifs et surtout qu'est-ce qu'on pourrait améliorer à la fois pour diversifier mais aussi pour sécuriser un peu plus ses rentes passives. Allez, c'est parti. Donc, notre ami a 51 ans, il est célibataire, a une TMI de 30%, il a une personne à sa charge. Ses objectifs donc, sont la liberté financière, d'avoir des revenus passifs, aussi préparer la transmission. Et il gagne 3 000 € par mois, mais du coup, il les gagne grâce à ses revenus passifs. Il a un profil de risque qui est dynamique et une épargne de précaution de 33 000 €. Et je vous lis, donc pour ceux qui ne sont en podcast, ce qu'il m'a mis en complément. Il a eu une éducation via son père qui était investi en bourse depuis 1980. Il a perdu son emploi suite au Covid et ouvert un PEA et un PEA-PME en décembre 2020 et un compte titre en 2023. Il avait une assurance vie depuis 2011 et des PER en 2024. Il a donc investi en bourse en 2021 sans formation, en regardant du YouTube, des livres. Alors il me cite un petit peu tous les livres qu'il a lus. Il investit sans stratégie pendant 6 mois, il a perdu un peu d'argent. Il considère que cela fait partie du processus jusqu'à ce qu'il arrive à définir sa stratégie. Investissement passif sur les USA environ 55% et le reste actions à dividendes françaises 45% pour créer l'effet boule de neige. Je suis cette stratégie à dividendes que j'ai créée pour moi en excluant les entreprises dont l'État est actionnaire et celles qui dépassent un certain payout ratio. Je les achète seulement dans les zones d'achat et elles doivent payer des dividendes depuis plus de 5 ans. Je suis propriétaire sans crédit de ma résidence principale et je suis en usufruit avec celle de ma mère. Alors déjà, dans tout ce qu'il a dit, j'ai beaucoup de commentaires. Même si on va plus revenir en détail quand je vais analyser vraiment tout ça, mais je vais revenir sur certaines choses. Alors, sur ce qu'il dit sur le fait de se lancer sans se former et considérer que perdre de l'argent fait partie du processus, je suis à moitié d'accord. J'aime bien l'idée de se lancer pour commencer et s'intéresser, se forcer à s'intéresser aux choses, et que de perdre un peu d'argent au début, pourquoi pas, on peut considérer que ça fait partie du processus, mais je pense qu'aussi se former et apprendre des erreurs des autres permet justement d'aller plus vite, d'éviter des erreurs qui peuvent coûter cher. Et vous allez voir, même dans sa stratégie, il y a quand même pas mal de choses que j'aurais fait différemment. Et je pense que malgré tout, se former, alors gratuit, payant, après, voilà, vous allez pouvoir dire que je suis en conflit d'intérêt si je prône la formation payante, mais que ce soit gratuit, payant, peu importe, je pense que se former n'est jamais une mauvaise idée, même si je pense qu'aussi l'apprentissage passe par le passage à l'action et que si on perd un peu d'argent sur la route, ça fait aussi partie du processus d'apprentissage. Si on en revient à ce qu'il dit après sur sa stratégie, il dit que investissement passif sur les USA et le reste action à dividendes pour créer l'effet boule de neige. Alors c'est là où moi je m'arrête déjà parce que, et ça va être un peu le principe de cette vidéo. Aujourd'hui, lui, il vide ses revenus passifs. Donc ça veut dire qu'il a une stratégie d'action à dividendes pour avoir des revenus passifs. Donc je vois pas l'intérêt de créer un effet boule de neige parce que l'effet boule de neige, c'est pour capitaliser, c'est-à-dire qu'on réinvestit les intérêts, donc les dividendes, dans les mêmes actions, mais lui, c'est pas son cas parce que il vide ses revenus passifs. Donc je comprends pas pourquoi il me parle d'effet boule de neige, parce que l'effet boule de neige, c'est pour ceux qui sont dans une phase de capitalisation, jusqu'au moment où ils passeraient en rente ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé de passer en rente à un moment, mais lui, il est vraiment rentier aujourd'hui, si je puis dire, il vide ses revenus passifs. Donc il n'y a pas d'intérêt à créer d'effet boule de neige. Profiter d'une fiscalité attractive en passant par le PEA, oui, ou l'assurance vie, oui. Par contre, l'effet boule de neige, non, dans son cas, ce n'est pas correct parce qu'il ne va pas réinvestir ses dividendes parce qu'il vide ses revenus passifs. Ensuite, il dit « Je suis cette stratégie à dividendes que j'ai créée pour moi en excluant les entreprises dont l'État est actionnaire. » Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose que je partage. J'en parle beaucoup dans ma formation Smart Dividende. En fait, je considère que l'État a des objectifs différents de nous en tant qu'investisseurs. Donc, les boîtes où l'État est actionnaire, on l'a vu en fait si vous regardez un petit peu les études des performances des portefeuilles de l'État, c'est catastrophique. Enfin, si on compare juste avec le benchmark qui est le CAC 40, si on compare avec l'État français, les différences de perf sont vraiment énormes et c'est compréhensible parce que l'État a des intérêts complètement différents des investisseurs privés. Donc c'est pour ça que moi aussi, je m'éloigne très fortement des entreprises où l'État est actionnaire parce que déjà l'historique me fait peur et en plus, je sais qu'ils ont des objectifs complètement différents. Donc, je passe aussi mon chemin pour ces boîtes-là. Il me dit aussi celles qui dépassent un certain payout ratio. Donc, je définis ce qui est un payout ratio. Le payout ratio, c'est le taux de distribution des dividendes. En gros, une entreprise, elle va avoir un certain chiffre d'affaires avec des charges, ça va faire chiffre d'affaires moins charge, ça fait bénéfice. Moi, je simplifie volontairement. On a un bénéfice, donc un résultat net qui est concrètement qu'est-ce qu'elle a gagné à la fin de l'année. Ce résultat net, elle peut
décider qu'est-ce qu'elle en fait. Soit en gros, elle va le réinvestir dans la boîte pour financer des projets, ou elle peut aussi en distribuer sous forme de dividendes aux actionnaires. Et ce qu'on appelle le payout ratio, c'est le taux de distribution de dividendes aux actionnaires sur le résultat net. Donc si une entreprise a fait 100 000 euros de résultat net et qu'elle décide de reverser aux actionnaires 50 000 euros en dividendes et 50 000 euros qu'elle réinvestit dans la boîte, le payout ratio sera de 50%. Et c'est un critère qu'il a très bien compris parce que c'est très très important de regarder le payout ratio, surtout quand on est sur une stratégie d'action à dividende, parce que si le payout ratio est trop proche des 100%, ça veut dire que l'entreprise reverse l'intégralité des bénéfices en dividende, elle ne garde rien pour elle en réserve ou pour financer de nouveaux projets. Dès qu'on dépasse les 100%, c'est très très dangereux parce que ça veut dire qu'elle s'endette pour payer les dividendes, donc c'est selon moi le plus gros risque finalement de coupure de dividendes parce qu'elle ne pourra jamais maintenir le versement d'un dividende si elle doit s'endetter pour le payer. Donc les bons payout ratio, pour que vous ayez une petite idée, généralement on recommande de ne pas dépasser les 70% de payout ratio et on considère qu'en dessous de 50% c'est vraiment correct. Ensuite il dit je les achète seulement dans la zone d'achat et elles doivent payer des dividendes depuis plus de 5 ans. Alors moi pareil, ça sur ce critère là je serais un peu plus conservateur, surtout quand c'est vraiment notre seule rente. Moi je viserais au moins 10 voire 15 ans, même 20 ans de versement de dividendes sans interruption, surtout que là on a quand même eu le Covid entre temps et il y a eu beaucoup de coupures de dividendes, donc moi je serais beaucoup plus conservateur et je viserais au moins 15 à 20 ans de versement de dividendes sans interruption. Donc on va aller voir un petit peu donc son allocation par enveloppe. Vous allez voir, il a fait très simple, il a son épargne de précaution donc sur ses livrets, ce qui est très intelligent, et ensuite il a du coup 1 500 000 en actions avec 288 000 sur PEA, PME. Donc en gros, je pense qu'il a, vu qu'il est ouvert depuis pas longtemps, je pense qu'il est allé au plafond possible, donc 150 000 euros pour le PEA. On peut compléter avec 75 000 euros de PEA, PME, ce qui nous fait un versement global max de 225 000. Et les 288 000, c'est sa plus-value, certainement. Donc sur ça, il a, je trouve, bien fait les choses. Il a profité au max de des enveloppes les plus avantageuses fiscalement pour investir en bourse. Et ensuite, il a complété avec le compte titre, parce que ça apporte plus de flexibilité, pas de plafond, tout ça. Et ensuite, il a 830 000 euros sur des assurances vie et qui m'a dit en off qu'il est retiré tous les ans en profitant des abattements, du coup pour minimiser la plus-value. Et ensuite, en immobilier, il a 332 000 en immobilier physique et 427 000 en résidence principale. Alors comme il nous a dit, il a une RP donc de 427 000 sur lequel il n'a plus de crédit, ce qui est une super chose parce que du coup ça lui enlève une charge et du coup ses revenus passifs peuvent être un peu moins élevés parce qu'il n'a pas à rembourser son crédit immobilier. Et ensuite les 332 000 euros d'immobilier physique net là comme on voit, c'est certainement la partie démembrée qu'il a avec sa maman. Alors il a dit un truc, je suis pas certain que ce soit correct parce qu'il a dit je suis en fruit usufruit. Bon je pense que là il s'est trompé, je pense qu'il a voulu mettre je suis en usufruit avec celle de ma mère. Alors je pense qu'il a voulu dire qu'il était plutôt nu propriétaire. Parce que généralement, quand on fait du démembrement des parents pour les enfants, généralement, c'est les parents qui gardent l'usufruit et les enfants qui prennent la nue propriété. Parce que l'usufruit, je rappelle, c'est ce qui permet de pouvoir percevoir des revenus de l'actif ou encore pouvoir jouir du bien. Donc c'est-à-dire de pouvoir vivre dedans. Donc j'imagine que si c'est la résidence principale de sa mère, j'imagine que c'est sa mère qui vit encore dedans parce que lui, et en plus il a sa RP, donc j'imagine que c'est plutôt sa mère qui a l'usufruit et lui qui a la nue propriété. Et ça permet qu'au décès de sa maman, il puisse avoir des avantages fiscaux super intéressants et pas de droit de succession au moment du remembrement. Donc en gros, lui qui a la nue propriété, il pourra avoir la pleine propriété au décès de sa maman sans avoir d'impôt à payer. Mais je pense du coup voilà qu'il a confondu et qu'il est plutôt nu propriétaire et que sa maman est en usufruit vu qu'a priori lui vit dans sa RP et que sa maman vit dans la sienne. Ensuite si on voit l'allocation globale, donc c'est marrant parce que du coup il a fait simple, il a fait que bourse et immobilier, il n'y a pas de sécurisé, liquidité. Alors pour le coup il a son épargne de précaution et en plus il a un profil de risque dynamique, enfin plutôt cohérent on va dire avec son profil, avec 70%, enfin 67% en bourse et 33% en IMO, sachant que dedans il y a sa RP, la partie nue propriété de sa maman. Si on enlève la RP, on passe à 80-20 dans son patrimoine, donc on a quand même un patrimoine ultra concentré en bourse. Et là, pour moi, ça c'est la première optimisation à faire. Avant même de rentrer dans le détail de sa stratégie en bourse, ça me paraît ultra risqué et pas assez bien diversifié de compter uniquement sur la bourse pour vivre de revenus passifs. Pour moi, la base, ce serait au moins d'avoir de la bourse et de l'immobilier. Donc en immobilier, on l'a vu, les actifs immobiliers qu'il a aujourd'hui ne lui génèrent pas de rente parce qu'il y a sa résidence principale d'une part, et l'autre part, finalement, c'est de l'optimisation successorale qu'il a avec sa maman, et c'est pas ça qui va lui générer des revenus. Donc là, pour moi, il faudrait diversifier ses sources de revenus. Donc en immobilier, c'est pour moi le deuxième pilier, comme j'en parle souvent. Donc soit avec de l'immobilier locatif,
Donc en gros, hein, l'idée ce serait de vendre une partie de ses actifs boursiers et d'acheter du coup de l'IMO, donc soit avec du levier s'il peut ou en cash hein, s'il peut pas. Après il a le capital nécessaire et a priori ça lui suffirait à subvenir à ses besoins sans effet de levier. Mais pour ça, pour le coup, l'immobilier locatif, vous le savez, ça demande du temps, de l'énergie, après à voir s'il est chaud de faire des travaux, s'il a le temps, l'énergie de faire ça, et aussi de gérer les locataires, hein, ce qui n'est pas le souhait de tout le monde. Mais forcément, en faisant ça, en prenant du temps, on optimise aussi les rendements. Et sinon, s'il a vraiment pas envie, du coup, la solution SCPI fonctionnerait très bien dans son cas parce que il pourrait vraiment avoir de la rente passive, optimiser sa fiscalité avec des CPI étrangères. Si il arrive à optimiser aussi ses revenus, il peut même faire en sorte de rester en TMI 11% par exemple, ou en mettre en partie sur une assurance vie. Enfin bref, il y a tout un tas de solutions possibles. Mais voilà, ce serait la première chose que je ferais, ce serait déjà de diversifier mes sources de revenus passifs. Donc ensuite, si on va voir du coup son patrimoine en bourse, hein, qui est le gros de ses rentes et de ses revenus passifs, on va voir un petit peu ce qu'il a et ce qu'on pourrait optimiser. Donc il a mis déjà la proportion entre ETF et stock picking, comme il nous a dit, hein, 55% d'ETF du coup aux US et 45% en stock picking. Du coup aux US, il est sur un Amundi S&P 500, donc il a un Amundi S&P 500 à hauteur de 800 000 euros. Alors il a un Amundi MSCI World de 10 000 euros et un Amundi CAC 40 de 20 000 euros. Alors là, je comprends entre les lignes qu'en fait c'est sur son assurance vie, parce qu'il nous a dit qu'il avait une assurance vie sur laquelle il rachetait régulièrement il faisait des rachats partiels pour profiter de la fiscalité des abattements. Donc j'imagine que finalement il fait un peu la théorie des 4% là sur le S&P 500 avec l'assurance vie. Alors du coup ces stratégies, j'en ai fait un épisode avec un autre youtubeur où on débattait justement sur ces deux stratégies de phase de rente, ou entre faire ce qu'il fait sur l'assurance vie, c'est-à-dire avoir en gros du capital sur un ETF et vendre une partie tous les ans, ou faire du stock picking sur des actions à dividendes pour justement percevoir les dividendes et gérer un peu mieux son calendrier. Alors les deux stratégies se valent et je pense que c'est une bonne chose de faire les deux parce que finalement les deux ont leurs avantages et inconvénients, et de faire les deux je pense que c'est très bien. Moi à titre perso je suis plus pro le stock picking dans vraiment la stratégie de rente, hein, je parle pas du tout en stratégie de valorisation, parce que on a une meilleure vision, on va dire, sur quand tombent les dividendes, comment les optimiser, tout ça, et on peut avoir un peu plus aussi de marge de manœuvre sur la construction du portefeuille, et aussi les boîtes qui versent que des dividendes, pour le coup, elles sont plus stables. C'est pas avec ça qu'on aura de la valorisation, enfin, moi, c'est pas ce qu'on va viser quand on fait ce type de portefeuille. Mais par contre, voilà, on va chercher des boîtes qui sont faites pour la rente. Alors que le S&P 500, quand on va sur des ETF indiciels, on est plus dans un objectif de valorisation, ce qui fait que finalement, on va vendre du capital. On va, contrairement à la stratégie stock picking, où du coup, on conserve le capital et on vit uniquement des intérêts, là, on va devoir vendre des ETF, donc on consomme du capital. Donc, moi, le seul défaut que je vois à cette stratégie, c'est que quand la bourse est haussière, c'est génial, ça marche très bien, mais quand la bourse est baissière, on va quand même devoir vivre de nos revenus, donc on va vendre, et du coup on va vendre à perte, on va valider des pertes, ce qui fait que du coup si on consomme du capital à perte, pour remonter la pente par la suite, ça peut être plus compliqué. Donc j'ai envie de dire, quand le marché est haussier, cette stratégie est certainement la meilleure, et quand on est en marché baissier ou stagnant, celle-là elle aura plutôt tendance à mieux nous faire dormir la nuit. Donc faire les deux, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Passer par l'assurance vie, pourquoi pas, si bien sûr il a une bonne assurance vie avec un minimum de frais de gestion. Après il optimise les abattements et tout, donc je pense que ça c'est une très bonne chose. Mais voilà, moi à titre perso, j'aurais plutôt mis le paquet sur le PEA pour ça, parce que du moins j'aurais mis une partie de ce S&P 500 sur le PEA parce que on a exactement le même indice, sauf que la fiscalité est la même, on n'a pas les histoires des abattements, donc c'est-à-dire on n'est pas limité par les abattements. Et aussi, on n'a surtout pas les frais de gestion. Donc il y a quand même 0,5% de 800 000 euros qui lui sont prélevés tous les ans, alors il n'aurait pas pu monter jusqu'à au-dessus de 250 000 euros sur le PEA, donc forcément on est limité, mais il n'aurait pas eu les 0,5% prélevés tous les ans. Donc déjà, s'il avait fait juste cette optimisation de se dire, ok, en fait, je vais déjà au max de mon PEA sur le S&P 500, donc ça c'est une optimisation qui aurait pu être possible, de mettre 150 000 euros de son ETF S&P 500, et du coup il économise les 0,5% de frais de gestion, donc ça fait quand même 750 euros de frais de gestion gagnés tous les ans, mais effectivement, s'il avait fait ça, il n'aurait pas pu aussi faire de stock picking sur les actions françaises, donc l'un dans l'autre, les stratégies se valent. Donc je peux aussi comprendre son choix d'avoir mis tout sur l'assurance vie, aussi peut-être pour se simplifier la vie et se dire ok, sur l'assurance vie je suis exposé aux US avec la stratégie où je retire le capital de mon ETF, et sur le PEA compte titre je suis plus sur ma stratégie stock picking, donc pour le coup ça peut s'entendre. Et ensuite sur la stratégie stock picking, alors là je vois plusieurs optimisations possibles. Alors
Avant d'aller un peu creuser un peu sur les critères des actions, ce que je n'ai pas trop tendance à faire, mais je vais faire une petite exception pour cette vidéo. Moi, la première optimisation que je vois, c'est... Enfin, il y en a deux que je vois, juste en voyant les noms. Alors, je dis les noms pour ceux qui sont en podcast. Hein. On voit sur les valeurs qu'il a qui lui permet de vivre de ses dividendes. On a BNP, Amundi, Ruby, Veolia, AXA, Coface, M6 et Kaufman. Donc là, moi, je vois déjà deux défauts dans sa stratégie stock picking. La première, c'est qu'il n'y a que 8 lignes. Donc, pour une stratégie stock picking, avec un montant quand même de 700 000 euros, avoir 8 lignes, c'est quand même très, très concentré. Pour assurer une rente vraiment passive et régulière et sereine, moi j'en aurais mis au moins 15 ou 20 pour vraiment maximiser ma diversification. Donc je trouve qu'avoir 8 lignes pour du stock picking, c'est très faible. Le deuxième reproche que je ferais, enfin la deuxième optimisation que je ferais, c'est la diversification géographique. On est uniquement sur des boîtes françaises. Donc ça me paraît ultra concentré en France. Après je vous laisse avoir votre propre opinion sur les actions françaises en général, tout ça, et même sur le traitement des dividendes, l'évolution de la fiscalité, mais ça me paraît ultra concentré sectoriellement. Ok, il est exposé aux US à 50% de son patrimoine avec un ETF, et c'est très bien, mais on va dire que les boîtes françaises, enfin en France, on n'est pas trop à l'aise avec le fait de générer des rentes via des dividendes. Donc moi, ça me paraît ultra risqué de mettre la moitié de mes revenus passifs qui dépendent de boîtes françaises. En garder via le PEA, je pense que c'est une très bonne chose, une très bonne optimisation à faire. Et d'ailleurs, c'est une troisième optimisation que je ferai, c'est que je vois qu'il en a mis plein sur le CTO, il en a mis quand même sur le PEA, il a mis Amundi sur le PEA, Ruby sur le PEA. Après, sur Coface, M6 et Kaufman, il a mis CTO, PEA, PEA, PME. Donc peut-être il en a mis sur les trois. Moi, la stratégie que j'aurais fait si j'étais à sa place, bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste des suggestions par rapport à une stratégie de rente via action à dividende, ce qui est un de mes objectifs. Le jour où je passerai en mode rente, j'aurai une partie de mon patrimoine qui sera en action à dividende de ce type-là. J'utiliserai le PEA pour les actions françaises ou européennes, enfin du moins les actions européennes et principalement françaises, parce que sur les actions européennes, il y a quand même une double fiscalité, donc il faut quand même faire gaffe. Mais les actions françaises sur le PEA, parce que du coup, la fiscalité est beaucoup plus douce, on ne payera que la CSG après 5 ans quand on sort l'argent. Et du coup, sur le CTO, je n'irai pas sur des actions françaises, j'irai plutôt sur des actions américaines. Parce que dans tous les cas, il sera prélevé à la flat tax, donc là, il n'y a pas d'avantage fiscal d'être sur une boîte française. J'irai sur des actions US à dividendes, parce que là-bas, il y a déjà beaucoup plus de choix, beaucoup plus de choix. On a des actions à dividendes, ce qu'on appelle les actions à dividendes aristocrates, qui versent des dividendes depuis plus de 25 ans et qui augmentent leurs dividendes depuis plus de 25 ans. On peut construire un portefeuille beaucoup plus diversifié. On a même des boîtes qui versent des dividendes mensuels. Enfin bref, on a un choix beaucoup plus large. Et de manière générale, sur on va dire la culture américaine vis-à-vis de la bourse, eux, il y a une grande partie de leur retraite qui est faite par capitalisation et qui est faite grâce aux dividendes des boîtes. Alors qu'en France, c'est pas du tout le cas. Donc, moi, j'irais vraiment, pour une stratégie vraiment d'action à dividendes, j'irais plutôt sur les actions françaises via le PEA pour profiter des avantages fiscaux liés au PEA. Ensuite, je mettrai une grosse partie d'actions US à dividendes. Alors, là, vous pouvez me dire, ok, ça fera doublon avec son ETF S&P 500. Pas vraiment, parce que sur l'ETF S&P 500, on aura vraiment plutôt les boîtes de croissance qui seront en tête de gondole. Et là, on sera sur des boîtes plutôt solides, matures, à dividendes. On ne va pas chercher la valorisation, mais plutôt un revenu stable, passif et croissant. Donc voilà, moi, ce que je ferais comme, les suggestions d'optimisation que je ferais à sa place, vraiment pour générer des rentes régulières et passives. Je vais quand même aller jeter un œil sur les boîtes en question, voir si sur le critère vraiment d'action à dividende, si je suis d'accord avec ça. J'en profite aussi pour vous donner quelques-uns de mes critères, si bien sûr j'étais dans une stratégie d'action à dividende. Du coup, sur Veolia, on va aller direct sur la partie dividende, parce que c'est quand même celle qui nous intéresse le plus. On voit qu'on a un dividende croissant, donc ça c'est très bien. Un nombre d'années sans interruption de 15 ans, ce que je trouve très bien aussi. Un payout ratio de 80%, peut-être le seul point noir, parce que moi je considère que 70% c'est un seuil à pas dépasser, si on veut vraiment s'assurer de la pérennité du dividende. Et on a un dividende haut quand même de 6%, donc très gros dividende, et une croissance annuelle du dividende de 8%, donc, qui est une moyenne sur 5 ans, donc qui est aussi très bien parce que ça lui assure aussi que son dividende, son revenu aussi va augmenter, ce qui permettra largement de couvrir l'inflation. Mais voilà, le seul point noir, je dirais, serait le payout ratio un petit peu élevé. Et c'est aussi souvent lié, quand on a un rendement de dividende qui est élevé, généralement, c'est des dividendes du coup plus à risque, parce que soit le payout ratio est très élevé, parce que pour assurer un rendement aussi important, généralement du coup ils doivent distribuer beaucoup aux actionnaires, et des fois on se rapproche du seuil critique des 100%, voire du fait de s'endetter, et il y a aussi un risque de coupure du dividende. Donc des fois à chercher du coup un rendement important pour un revenu passif important, on prend aussi un risque que du jour au lendemain on n'ait plus de revenu passif. Donc
Faire très attention à ça, faire très attention au payout ratio et aussi idéalement regarder d'autres critères. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que ce serait très long, sinon je vous donnerai tous mes critères de stock picking, mais regardez quand même les marges, regardez quand même la croissance du chiffre d'affaires, regardez l'endettement, enfin regardez quand même d'autres critères pour s'assurer que la boîte est quand même en bonne santé. Mais pour le coup, Veolia, j'ai envie de dire, voilà, mis à part le payout ratio, et le rendement que je trouve un peu élevé, donc qui me paraît un peu risqué, voilà, la croissance est OK, le nombre d'années sans interruption est OK. Si on va voir Ruby, du coup, Ruby, on est à un nombre d'années sans interruption depuis 25 ans, donc là, ça c'est vraiment très bien parce que ça prouve une certaine solidité, ça prouve que ils ont passé la crise de la bulle internet, des subprimes et le Covid, et ils ont quand même verser leurs dividendes. On a un rendement qui est énorme de 7% et un payout ratio qui part au-dessus du marché est très correct. Donc voilà, j'ai envie de dire, là sur ces critères-là, il n'y a pas trop de sujets. Pour le critère vraiment dividende, Ruby coche les cases les plus importantes, vraiment que pour la partie dividende. Encore une fois, je ne dis pas que je la choisirais. Je ne suis pas allé voir la partie croissance, profitabilité ni le bilan, qui selon moi sont aussi des critères très importants. Et ensuite, si on regarde Amundi, alors Amundi, on a un nombre d'années sans interruption depuis 9 ans, ce qui me paraît un petit peu léger quand même. Un payout ratio qui est OK de 52% et une performance quand même de 6%, donc qui est très bien. Voilà, le seul point noir, je dirais, ce serait le nombre d'années sans interruption qui me paraît un petit peu léger si je veux m'assurer d'une rente vraiment régulière. Donc voilà, si on résume un petit peu sa situation aujourd'hui et qu'est-ce que je ferais de différent avec son objectif qui est finalement de continuer à vivre de ses revenus passifs et d'être continuer à être libre financièrement, moi je serais vraiment dans une stratégie de peut-être un peu trop bon père de famille, mais de sécuriser un petit peu plus. Et sécuriser veut dire diversifier. Donc moi, la première chose que je ferais, c'est de pas mettre tout en bourse. Voilà, il a 1 500 000 qui est en bourse, parce qu'on a vu l'autre partie de son immobilier, certes c'est du patrimoine diversifié, mais il y en a une c'est sa résidence principale, et l'autre c'est la résidence principale de sa maman, donc ce sont des actifs qui ne génèrent pas de revenus, et si aujourd'hui je voudrais comme lui vivre de mes revenus passifs, je diversifierais par actif ma source de revenus passifs. Donc plutôt que d'avoir 1 500 000 qui me génère ses rendements uniquement via la bourse, déjà je pense que je couperai au moins en deux entre immobilier et bourse. Donc immobilier, si j'ai le temps et l'énergie, un immobilier locatif, même 1, 2, 3, pourquoi pas un immeuble, parce qu'avec 700 000 euros on peut faire de belles choses. Ou si vraiment j'ai pas envie de m'en occuper, je passerai sur de la SCPI pour avoir vraiment une rente ultra passive avec un portefeuille de SCPI bien diversifié, plusieurs SCPI, enfin bref, une stratégie bien optimisée. Et l'autre partie, je la laisserai en bourse comme il a fait. Je maximiserai du coup le PEA et le PEA PME comme il l'a fait, donc il a très bien fait. Par contre, je resterai sur du stock picking action française sur le PEA PME pour profiter de la fiscalité, et sur la partie compte titre, j'irai plutôt sur des actions de stock picking US pour diversifier déjà géographiquement et aussi pour avoir plus de choix sur les boîtes qui versent des dividendes. Ça, c'est ce que je ferai à sa place, et aussi je mettrai bien plus de lignes que les 8 lignes qu'il a actuellement. Ensuite, sur la stratégie d'avoir l'assurance vie de profiter des abattements, c'est une bonne idée, pourquoi pas, et pour le coup, le S&P 500 ou le MSCI World restent deux indices très larges, donc un des deux, je pense que je ferai pareil que lui, ça peut être très bien. Si bien sûr, je fais le choix de mixer les deux stratégies, qui est le fait de retirer du capital, enfin de vendre du capital en profitant des abattements, et à côté du stock picking, encore une fois, il y a ces deux stratégies qui s'opposent. Voilà, il y a des avantages et inconvénients dans les deux. Moi, le seul inconvénient que je trouve dans le fait de racheter du capital, c'est que en marché baissier, on va du coup valider des ventes, et on risque de consommer du capital et après avoir du mal à retrouver son capital. Donc c'est un peu le seul défaut que j'y trouve, mais encore une fois, pas mal d'études ont prouvé quand même que ça marche plutôt bien avec cette fameuse règle des 4%. Donc voilà. Je pense que faire les deux, c'est très bien. Mais voilà, encore une fois, diversification des revenus par actif. Donc pas que de la bourse et IMO à minima, et au sein de la bourse, diversifier au moins la partie stock picking, pas que du français, idéalement avec des actions US. Alors après, s'il veut aller voir plus loin sur des actions étrangères autres qui cochent ces cases, ce sera encore mieux, mais je pense que mettre 100% sur des actions françaises, d'autant plus sur le compte titre, c'est un peu sous-optimisé parce que il y a d'autres choix, je pense, qui permettraient de mieux diversifier, d'avoir des revenus passifs un peu plus sereins. Donc voilà pour cette analyse de patrimoine un peu différente, parce qu'on a vraiment analysé quelqu'un qui est libre financièrement et
comment il le fait avec des revenus vraiment financiers et pas avec de l'immobilier. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de faire ça. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux toi aussi postuler aux analyses de patrimoine, c'est dans le lien en description, le premier. Si tu veux télécharger mon outil de suivi patrimonial gratuit que je t'ai présenté, c'est aussi dans le deuxième lien en description. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je rappelle, vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans vous abonner. L'abonnement me permet de gagner en crédibilité pour amener des invités de plus en plus prestigieux pour vous apporter toujours plus de valeur gratuitement. Donc ça prend 2 secondes, abonnez-vous, mettez les notifications pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Ça vaut aussi pour le podcast. Et pour ceux qui écoutent en podcast, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sur les plateformes comme Spotify ou Apple Podcast. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.